On s'est moqué de ma vieille voiture, on m'a traité de pauvre au dîner jusqu'à ce que le fiancé de ma sœur me demande, l'air de rien, si j'avais un jet à Saint-Barth. La pièce s'est figée. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Je m'appelle Solange Durand. J'ai 37 ans. Et la nuit où toute ma famille a découvert qui j'étais vraiment a commencé par un morceau de pain atterrissant dans mon assiette et ma mère murmurant le mot « pauvre ». Juste assez fort pour que toute la table entende. Mais je dois vous ramener en arrière, très loin en arrière. Parce que ce dîner, ce seul vendredi soir de novembre 2024, ne s'est pas produit dans le vide. Ce fut le résultat de 37 ans passés à être la fille invisible, la discrète, la fille qui ne ripostait jamais. Et je pense que la seule façon de comprendre pourquoi la pièce s'est figée de cette manière est de comprendre la vie que j'ai bâtie en silence pendant que ma famille était trop occupée à regarder ailleurs. J'ai grandi à Saint-Cyr-sur-Loire, une petite banlieue juste à côté de Tours, en Touraine. Mes parents, Vincent et Léonore Durand, avaient 3 filles. Ma sœur aînée, Colette, est née en 1984. Je suis venue ensuite en 1987, et la plus jeune, Margot, est arrivée en 1991. De l'extérieur, nous avions probablement l'air d'une famille de classe moyenne comme les autres. Une maison de 3 chambres avec un bardage crème. Une pelouse que mon père tondait tous les samedis, une voiture familiale dans l'allée. Mais à l'intérieur de cette maison, il y avait une hiérarchie si profondément ancrée que je ne pense pas que mes parents aient même réalisé qu'ils l'avaient construite. Colette était l'enfant prodige. Elle était grande, belle et bruyante d'une manière qui faisait que les gens l'écoutaient. Elle menait ma mère par le bout du nez depuis le jour de sa naissance. Tout ce que Colette voulait, Colette l'obtenait, des cours de danse à 4 ans, une voiture neuve à 16 ans, des études universitaires entièrement financées à l'université de Tours. Ma mère disait souvent, Colette est le genre de fille qui rend une mère fière. Et elle disait cela juste devant moi, comme si j'étais une lampe dans un coin. Margot était la Benjamine, la précieuse dernière-née, celle qui obtenait tout par les larmes. Elle était choyée, protégée et traitée comme une figurine de porcelaine. Mon père adorait Margot d'une manière déraisonnable. Elle a à peine obtenu son bac, a changé de majeur universitaire 4 fois, a abandonné 2 fois, et pourtant mon père lui faisait chèque après chèque. Elle se cherche encore, disait-il. Margot avait 33 ans, apparemment, se cherchait toujours. Et puis il y avait moi, Solange, l'enfant du milieu, celle qui ne criait pas pour attirer l'attention ni ne pleurait pour de l'argent. J'étais calme, concentrée et profondément réservée. J'avais d'excellentes notes à l'école. J'ai obtenu une bourse d'excellence académique complète à l'École centrale de Lyon. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en informatique. J'ai fait tout cela sans un seul euro de mes parents, non pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de m'aider, mais parce qu'ils ne me l'ont simplement jamais proposé. C'était comme si j'existais dans un angle mort. Mes réalisations étaient accueillies par un hochement de tête au mieux, un changement de sujet au pire. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais été acceptée à l'École centrale de Lyon avec une bourse complète, elle a levé les yeux du magazine qu'elle lisait et a dit « C'est bien, Solange. Peux-tu dire à Colette que le dîner est prêt ?» Ce moment m'a façonné, non pas de manière brisée, mais de manière ciblée. J'ai décidé à 18 ans que je n'attendrais plus jamais la validation de personnes qui ne pouvaient pas me voir. Je bâtirais ma vie si discrètement et si puissamment que le monde le remarquerait, même si ma famille ne le faisait jamais. Après l'université, j'ai déménagé à Lyon. C'était en 2009, juste au moment où le secteur de la technologie se remettait de la récession et était avide de talent. J'ai décroché un emploi dans une petite start-up appelée DataBridge en tant que développeuse logicielle junior. Le salaire était modeste, environ 48 000 € par an, mais le travail était stimulant. J'écrivais du code pour des outils d'analyse de données qui aidaient les petites entreprises à comprendre leurs clients. La fondatrice, une femme brillante nommée Geneviève Moreau, a vu en moi quelque chose que mes propres parents n'avaient jamais vu. Elle m'a promu chef de projet en 18 mois. En 2012, je n'écrivais plus seulement du code. Je concevais des systèmes entiers. J'avais des idées qui allaient au-delà de ce que faisait DataBridge. Des idées sur l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive qui avaient des années d'avance sur la conversation générale.
Geneviève m'a encouragé à explorer ces idées. Elle m'a donné du temps en laboratoire, des ressources, surtout, de la confiance. Lorsque DataBridge a été acquise par une plus grande entreprise en 2013 pour 40 millions d'euros, j'ai reçu un paiement de 2 millions d'euros de ma participation au capital. J'avais 26 ans. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Pas un mot. Au lieu de cela, j'ai pris 800 000 euros de ce paiement et j'ai créé ma propre entreprise. Je l'ai appelée Lumen Analytics. La prémisse était simple mais ambitieuse. Je voulais créer des outils basés sur l'IA qui pourraient prédire le comportement des consommateurs pour les entreprises de vente au détail. À l'époque, les gens me prenaient pour une folle. Le commerce de détail était soi-disant en train de mourir. Mais je savais que le commerce de détail en ligne était sur le point d'exploser, et les entreprises qui survivraient seraient celles qui comprendraient leurs clients au niveau moléculaire. J'ai travaillé dans un minuscule bureau du quartier de la Croix-Rousse. Je mangeais des ramen pour le dîner 3 soirs par semaine. Je portais les 4 mêmes tenues en rotation. Je conduisais une Renault Clio de 2003 que j'avais achetée d'occasion pour 3 000 euros. Et j'ai mis chaque once de mon énergie, de mon intelligence et de ma solitude dans la construction de quelque chose d'extraordinaire. Pendant ces années, je rendais visite à ma famille à Saint-Cyr-sur-Loire, peut-être 2 ou 3 fois par an, Thanksgiving, parfois un anniversaire, peut-être Noël. Et chaque visite était la même. Ma mère s'inquiétait pour Colette, qui était alors agent immobilier à Saumur et mariée à un homme nommé David, qui vendait des assurances. Mon père choyait Margot, qui vivait dans un appartement dans le sud-est de Tours dont il payait le loyer, et je m'asseyais à table, mangeant tranquillement, existant tranquillement pendant qu'il parlait de tout le monde et de tout, sauf de moi. Quand il me reconnaissait, c'était presque pire. Alors, Solange, tu fais toujours ce truc d'ordinateur en Californie ? Demandait ma mère, agitant la main comme si ma carrière était un hobby, comme l'ornithologie ou le scrapbooking. Mon père ajoutait, tu sais, il y a de bons emplois ici à Tours. Tu pourrais revenir à la maison et être plus près de nous. Il ne disait jamais cela parce que je lui manquais. Il le disait parce qu'il supposait que j'avais des difficultés, et je les laissais le croire. C'est la partie difficile à expliquer. J'aurais pu les corriger. J'aurais pu leur parler de DataBridge, de Lumen Analytics, des rendez-vous que je prenais avec des fonds de capital risque de la French Tech. Mais quelque chose en moi, quelque chose de têtu et peut-être un peu blessé, refusait de faire le show pour des gens qui n'avaient jamais pris la peine de prêter attention. S'ils ne pouvaient pas me voir pour qui j'étais, je ne leur tendrais pas un scénario. En 2016, Lumen Analytics comptait 30 employés et un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros par an. En 2018, nous avions 120 employés, des bureaux à Lyon et à Paris, et des contrats avec 3 des 10 plus grandes entreprises de vente au détail d'Europe. En 2020, au milieu d'une pandémie qui a détruit tant d'entreprises, le commerce de détail en ligne a explosé et Lumen Analytics était parfaitement positionné. Notre chiffre d'affaires a atteint 60 millions d'euros. Je recevais des offres d'acquisition qui commençaient à 200 millions d'euros et augmentaient à partir de là. Je les ai toutes refusées. Je ne construisais pas cette entreprise pour la vendre. Je la construisais pour qu'elle dure. Malgré tout cela, je vivais modestement, non pas parce que je n'avais pas les moyens d'être extravagante, mais parce que l'excès ne m'avait jamais attirée. J'ai acheté une belle maison à Villefranche-sur-Mer, mais elle était discrète. Un cottage de 3 chambres sur une colline avec vue sur la baie. Je conduisais une Tesla, mais c'était un modèle 3 standard. Rien de tape à accent grave-l'œil. Je m'habillais de vêtements simples, aux lignes épurées, aux couleurs neutres. Si vous me croisiez dans la rue, vous ne devineriez jamais que ma valeur nette, en 2024, était d'environ 90 millions d'euros. Le seul luxe que je m'accordais était le voyage. Je possédais une part de propriété fractionnée dans un jet privé via une entreprise appelée NetJet, ce qui signifiait que je pouvais voler en privé quand j'en avais besoin. Et j'avais acheté une petite villa à Saint-Barth, une île des Caraïbes connue pour ses plages et son intimité. Cette villa était mon sanctuaire. J'y allais 2 fois par an, généralement seule, parfois avec ma meilleure amie, une femme nommée Priya Kapoor, qui était avec moi depuis l'époque de DataBridge. À Saint-Barth, je pouvais respirer. Je pouvais exister sans performance ni prétention.
Ma famille ne savait rien de tout cela. Pour eux, j'étais toujours Solange, la fille du milieu discrète qui faisait quelque chose avec les ordinateurs à Lyon et conduisait une vieille voiture chaque fois qu'elle rentrait à la maison. Et honnêtement, j'avais fait la paix avec cela. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais construit une vie riche en but, en liberté, en sang. Leur opinion de moi était le reflet d'eux-mêmes, pas de moi. Mais ensuite, est arrivé novembre 2024, et tout a changé. L'invitation est venue de ma mère début octobre. Elle m'a appelé un mardi après-midi, ce qui était inhabituel car Léonore Durand ne m'appelait que si elle avait besoin de quelque chose ou s'il y avait un événement familial auquel elle se sentait obligée de m'inclure. Cette fois, c'était la deuxième option. Solange, nous organisons un dîner de famille le 15 novembre. Margot amène son nouveau fiancé et nous voulons que toute la famille soit là. Essaie de venir, s'il te plaît. Sa voix avait ce ton particulier qu'elle me réservait. Un mélange de devoir et de légère contrariété. Comme si m'inviter était une corvée qu'elle cochait sur une liste. J'ai failli dire non. J'avais une réunion du conseil d'administration le 14 et un appel avec un partenaire potentiel à Tokyo le 16. Voler jusqu'à Tours pour un dîner de famille où je serais ignorée ou traitée avec condescendance n'était pas vraiment attrayant. Mais quelque chose m'attirait. Peut-être était-ce la curiosité pour le fiancé de Margot. Peut-être était-ce l'espoir tenace qui vit en chaque enfant ignoré. L'espoir que cette fois-ci, cette visite, les choses seraient différentes. Je serai là, ai-je dit. Je l'ai regretté presque immédiatement. Au cours des semaines suivantes, j'ai entendu des bribes d'informations sur le fiancé de Margot via la chaîne de messages familiale. Un groupe que ma mère avait créé et que je mettais la plupart du temps en silencieux. Il s'appelait Émile Beaumont. Il avait 38 ans, était originaire de Neuilly-sur-Seine et travaillait dans la finance. C'était l'étendue de l'information. Colette, qu'il avait apparemment déjà rencontrée lors d'un brunch le mois précédent, l'a décrit comme très raffiné et manifestement aisé. Ma mère était aux anges. Margot a enfin trouvé quelqu'un à sa hauteur, a-t-elle envoyé par SMS, suivi d'une série d'émojis de célébration. Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a demandé si j'amenais quelqu'un. Personne n'a demandé comment j'allais. Le groupe de discussion était une émission unidirectionnelle et j'étais simplement une destinataire silencieuse. J'ai fait une petite recherche sur Émile Beaumont, non pas parce que j'étais curieuse, mais parce que je suis une analyste de données. Je recherche tout. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Émile n'était pas seulement dans la finance. Il était le directeur général de Beaumont Capital Partenaires, un fonds de capital investissement de taille moyenne basé à Neuilly-sur-Seine. Sa firme gérait environ 2 milliards d'euros d'actifs. Il avait étudié à HEC Paris et à l'INSEAD. Il venait de la vieille fortune, le genre de famille qui avait des bâtiments nommés d'après elle dans les universités. Et, ce qui est notable, il était actif dans le domaine de l'investissement technologique, en particulier dans l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Mon estomac s'est serré quand j'ai lu cela. Le monde de l'investissement technologique était assez petit pour que nos chemins aient pu se croiser et assez grand pour que ce ne soit pas le cas. J'ai cherché toute connexion entre Beaumont Capital et Lumen Analytics. Je n'ai rien trouvé de direct, mais j'ai découvert qu'Émile avait participé à un sommet technologique à Station F en 2023 où j'avais été conférencière principale. Qu'il ait vu ma présentation, je ne pouvais en être certaine, mais la possibilité me rendait mal à l'aise. J'avais passé plus de 10 ans à maintenir ma vie professionnelle et ma vie familiale dans des compartiments complètement séparés. L'idée que ces compartiments puissent entrer en collision à une table de dîner à Saint-Cyr-sur-Loire, en Touraine, n'était pas quelque chose pour lequel j'étais préparée. Pourtant, je me suis dit que ça irait. Même si Émile avait assisté à ce sommet, il y avait des milliers de personnes là-bas. Les chances qu'il se souvienne d'une conférencière parmi des dizaines étaient minces. Et même s'il me reconnaissait, quelle était la probabilité qu'il en parle lors d'un dîner familial décontracté? J'étais paranoïaque. J'irais, je serais polie. Je mangerais le rôti trop cuit de ma mère et je rentrerais chez moi le lendemain matin. Simple. J'ai atterri à Tours le matin du 15 novembre par un vol commercial. J'aurais pu prendre ma part NetJet, mais je ne volais jamais en privé jusqu'à Tours.
Cela aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. J'ai loué une voiture à l'aéroport, une berline grise basique, et j'ai roulé jusqu'à Saint-Cyr-sur-Loire. La maison de mes parents ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été. Le bardage crème, la pelouse soignée, le même nain de jardin en céramique qui se tenait près des marches d'entrée depuis 1996. Marcher jusqu'à cette porte me transportait toujours dans le temps, me ramenait à la fille que j'avais été, et je devais me rappeler consciemment que je n'étais plus elle. Ma mère a ouvert la porte et m'a donné une brève accolade. Le genre qui durait exactement 1,5 secondes. Le genre qui cochait une case plutôt que de transmettre de la chaleur. Tu es venu. Bien. Colette et David sont déjà là. Margot et Émile devraient arriver d'une minute à l'autre. Va mettre ton sac dans la chambre d'amis. Comment s'est passé ton vol? Tu as l'air en forme. Purement logistique. La chambre d'amis était la même chambre où j'avais dormi adolescente, le même lit simple avec la même couette à motifs floraux, le même bureau où je m'étais appris à coder à 14 ans avec des livres de la bibliothèque et un ordinateur d'occasion. J'ai posé mon sac de voyage et me suis regardée dans le petit miroir au-dessus de la commode. Je portais un jean foncé, un simple pull en cachemire noir et des bottines plates. Pas de bijoux, à l'exception d'une fine montre en or que je m'étais achetée lorsque Lumen Analytics a atteint ses 10 premiers millions d'euros de chiffre d'affaires. J'avais l'air, comme toujours, discrète. Invisible si l'on n'y prêtait pas attention. Et ma famille ne prêtait jamais attention. Je suis descendue et j'ai trouvé Colette dans le salon, tenant un verre de vin blanc et parlant fort au téléphone. Elle portait un chemisier en soie dont elle s'était assurée de me dire qu'il coûtait 400 €. C'est des Galeries Lafayette, ligne exclusive, a-t-elle dit, se désignant comme si je l'avais demandé. David, son mari, était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Il m'a fait un demi-salut sans lever les yeux. Salut, Solange. Mon père était dans la cuisine, faisait semblant d'aider ma mère à cuisiner, mais surtout restait hors de son chemin. Vincent Durand avait 68 ans et avait pris sa retraite de son poste de cadre intermédiaire dans une entreprise de fournitures électriques 2 ans plus tôt. Il avait une modeste pension et la sécurité sociale. Et ma mère complétait leurs revenus en travaillant à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ils étaient à l'aise, pas riches, pas pauvres. Solidement classe moyenne, comme Saint-Cyr-sur-Loire était solidement classe moyenne. Solange, content de te voir. Comment va Lyon? A demandé mon père. Ça va, papa. Occupé. Toujours dans la technologie. Toujours dans la technologie. Il a hoché la tête, satisfait que l'étendue de sa curiosité parentale ait été satisfaite, et est retourné faire semblant de couper des légumes. La sonnette a retenti à 17h47, et ma mère a pratiquement sprinté pour ouvrir. Margot est entrée comme une célébrité arrivant à une première. Elle portait une robe émeraude ajustée et des talons beaucoup trop formels pour un dîner de famille. Derrière elle, tenant une bouteille de vin que mène de loin, je pouvais dire qu'elle était chère, se tenait Émile Beaumont. Il était grand, bien bâti, avec des cheveux foncés devenant argentés aux tempes d'une manière qui le rendait naturellement distingué. Il portait un blazer bleu marine sur une chemise blanche impeccable, sans cravate. Ses chaussures étaient en cuir italien. Tout en lui communiquait l'argent, mais discrètement, de la manière dont les gens qui ont réellement une richesse significative ont tendance à se présenter. Pas accent grave l'œil, pas bruyant, juste de la qualité. Ma mère a presque fait la révérence. Émile, bienvenue. Bienvenue. Nous sommes si heureux de vous avoir enfin chez nous. Elle utilisait une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Un ton aigu, clair, presque enfantin qu'elle réservait apparemment aux hommes qui géraient 2 milliards d'euros d'actifs. Margot a présenté Émile à tout le monde avec la fierté de quelqu'un ayant remporté un trophée. Émile, voici ma sœur Colette et son mari David, et là-bas, c'est Solange, mon autre sœur. Elle m'a désignée avec la même désinvolture que ma mère avait perfectionnée. J'étais une pensée après coup, une note de bas de page. Émile a serré la main de Colette et David d'abord, puis s'est dirigé vers moi. Sa poignée de main était ferme, son regard direct. Solange, très heureux de vous rencontrer.
Il a soutenu mon regard une seconde de plus que la convention polie ne l'exigeait. Et dans cette seconde, j'ai vu quelque chose. Une lueur de reconnaissance, comme une pièce de puzzle qui s'emboîte. Ma poitrine s'est serrée. Ravi de vous rencontrer aussi, Émile, ai-je dit, gardant ma voix stable. Il est passé à autre chose, complimentant ma mère sur la maison, tendant le vin à mon père, faisant toutes les choses qu'un fiancé bien élevé est censé faire en rencontrant la famille. Mais j'ai remarqué que ses yeux sont revenus vers moi 2 fois au cours de ces 10 premières minutes. Des coups d'œil rapides qu'il pensait probablement subtils. Il ne l'était pas. Le dîner était prévu pour 18h30. La table était dans la salle à manger, que ma mère avait décorée comme si nous recevions le préfet. Elle avait sorti la belle vaisselle, les serviettes en tissu, les verres en cristal qui n'apparaissaient normalement qu'à Noël. Il était clair que ce dîner ne concernait pas la famille. Il s'agissait d'impressionner Émile. Le plan de table était délibéré. Ma mère a placé Émile en bout de table, en face de mon père. Margot était assise à droite d'Émile. Ma mère était assise à côté de Margot. Colette et David étaient assis en face d'eux. J'étais placée à l'autre bout de la table, à côté de David, aussi loin que physiquement possible du centre de la conversation. Je me suis assise sans commentaire. J'étais habituée à être placée en marge. Le premier plat était une soupe au potimarron que ma mère avait clairement tirée d'une recette trouvée en ligne, car elle n'avait jamais fait de soupe au potimarron de sa vie. La conversation était légère, polie et entièrement centrée sur Émile. Où avait-il étudié ? Comment était Neuilly-sur-Seine ? Avait-il toujours travaillé dans la finance ? Faisait-il du ski ? Du golf ? Ma mère posait ces questions avec l'intensité d'un journaliste menant l'interview de sa carrière. Émile répondait gracieusement, détournant modestement les questions sur sa richesse tout en parvenant à faire comprendre par des détails subtils qu'il était très bien établi. Il a mentionné sa firme sans nommer ses actifs. Il a mentionné son appartement à Paris sans nommer l'adresse. Il a mentionné ses voyages sans lister les destinations. Il était doué pour cela, l'art de dire beaucoup sans trop en dire. Je reconnaissais la technique car je l'utilisais moi-même. Et puis, à mi-chemin du plat de soupe, la conversation a pris la direction que j'aurais dû prévoir, mais pour laquelle je n'étais pas préparée. Elle s'est tournée vers moi. C'est Colette qui a commencé. Elle a posé sa cuillère, a tapoté le coin de sa bouche avec la serviette en tissu, et m'a regardé de l'autre bout de la table avec cette expression particulière qu'elle portait depuis que nous étions enfants. Un mélange d'amusement et de condescendance, comme si j'étais une émission de télévision légèrement divertissante qu'elle avait déjà décidé d'ignorer. Alors, Solange, a-t-elle commencé, sa voix portant le ton vif et aigu de quelqu'un qui connaît déjà la chute de la blague qu'elle est sur le point de raconter. Tu conduis toujours cette vieille voiture ? C'est quoi ? Une Renault quelque chose ? La table s'est animée. Je pouvais sentir tout le monde s'ajuster. Comme un public s'ajuste lorsqu'il sent que le spectacle principal est sur le point de commencer. Ma mère a pris son verre de vin. Margot s'est adossée à sa chaise avec un petit sourire. Même David a levé les yeux de son assiette, légèrement intéressé pour la première fois de la soirée. C'est une Clio, ai-je dit. Et oui, je l'ai toujours. Colette a ri. Pas exactement un rire méchant, mais le genre de rire qui prétend être léger tout en portant une lame en son sein. Une Clio. Cette chose doit avoir quoi ? 20 ans ? 21. Solange, à un moment donné, tu dois lâcher prise. Je veux dire, il y a être économe et puis il y a juste, elle s'est interrompue, agitant la main dans un geste qui complétait la phrase sans mots. Triste, a suggéré Margot. Elle l'a dit avec un sourire comme si elle rendait service. Le mot que tu cherches est triste. J'ai pris une gorgée d'eau. J'avais déjà vécu cette situation, cette dynamique exacte où mes sœurs faisaient équipe pour évaluer ma vie avec la précision d'un duo comique bien rodé. Elles ne savaient pas qu'elles le faisaient. Ou peut-être que si. Dans tous les cas, le schéma était le même. Colette lançait la première pierre. Margot l'aiguisait. Ma mère observait. Mon père regardait son assiette. Ça me mène là où je dois aller, ai-je dit calmement.
Mais Solange, honnêtement, a alors enchaîné ma mère, posant son verre et se penchant en avant comme si elle allait délivrer une profonde sagesse maternelle. Tu as 37 ans. Une femme de ton âge devrait avoir quelque chose à montrer d'elle-même. Colette a sa maison à Saumur. Margot est sur le point d'épouser Émile, et toi, tu conduis une voiture plus vieille que certains enfants de ce quartier. J'ai remarqué que ma mère n'avait pas mentionné ce que j'avais à montrer de moi dans aucune autre catégorie qu'un véhicule, pas ma carrière, pas mon éducation, pas mon indépendance. Une voiture. C'était le critère par lequel Léonore Durand mesurait la valeur de sa fille cadette. Maman, je vais bien, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle voiture. Tu dis ça, a dit Colette, se penchant maintenant. Mais Solange, je pense que tu devrais être honnête avec toi-même. Tu es partie à Lyon depuis quoi, 15 ans, et tu fais une sorte de support technique ou de codage ou je ne sais quoi. Je veux dire, la région lyonnaise est l'un des endroits les plus chers du pays. Honnêtement, je ne sais pas comment tu survis. Tu économises au moins pour ta retraite ? Le ton condescendant était si épais qu'on aurait pu le tartiner. Colette, qui vendait de l'immobilier en banlieue et dont le mari vendait des assurances auto, remettait en question ma planification financière. J'aurais pu rire. J'ai failli le faire. Mais la partie de moi qui était assise en marge de cette table depuis 37 ans a simplement absorbé cela comme une éponge absorbe l'eau, silencieusement et sans protestation. Je vais très bien, Colette. Merci de ton inquiétude. Je ne suis pas méchante, Solange. Elle a levé les deux mains dans ce geste défensif que les gens utilisent lorsqu'ils sont absolument méchants. Je suis réaliste. Nous nous inquiétons tous pour toi. C'était une nouveauté pour moi. En 15 ans passés à Lyon, aucun membre de ma famille n'avait appelé pour demander comment j'allais, si je pouvais payer mon loyer, si j'étais heureuse, si j'étais en bonne santé. Mais apparemment, ils s'inquiétaient pour moi à distance. Silencieusement. Le genre d'inquiétude qui, commodément, ne se manifeste jamais par une véritable sollicitude. Mon père s'est éclairci la gorge. Ça y est, ai-je pensé. Vincent Durand, qui avait évité cette conversation aussi longtemps que possible, était sur le point d'apporter sa contribution, et ce ne serait pas pour me défendre. Ça ne l'était jamais. Solange, ta mère et tes sœurs ont raison. Tu ne rajeunis pas. Tu n'es pas mariée. Tu ne sembles pas avoir beaucoup économisé. Je sais que tu aimes ton indépendance et c'est très bien, mais à un moment donné, il faut être pragmatique. Peut-être est-il temps de revenir en Touraine. De trouver un vrai travail. Quelque chose de stable. Un vrai travail. Quelque chose de stable. Les mots sont tombés sur la table comme des pierres. Je les sentais. Lourds et froids. Mon père, un cadre intermédiaire retraité qui avait passé 30 ans dans la même entreprise et considérait une augmentation de 5% comme une aubaine, me disait, à moi, la fondatrice et PDG d'une entreprise valant des centaines de millions d'euros, de trouver un vrai travail. J'ai regardé mon assiette. La soupe au potimarron avait refroidi. Je n'avais plus faim. Papa, j'ai un vrai travail, ai-je dit doucement. Je suis sûre que oui, ma chérie. Mais tu sais, certains emplois ne sont que des hobbies qui rapportent un peu. Ta mère et moi voulons juste te voir installé. Installé comme un sédiment. Comme quelque chose qui coule au fond lorsque l'eau ne bouge plus. C'était ce qu'il voulait pour moi. Pas le succès, pas l'épanouissement, pas le bonheur. Installé. Margot, qui était restée silencieuse pendant quelques instants, s'est maintenant tournée vers Émile avec un sourire enjoué. Chérie, ne t'inquiète pas, Solange est l'anomalie de la famille. Nous l'aimons tous, mais c'est un peu le mouton noir. Elle fait juste son truc et n'a pas vraiment grand-chose à montrer. J'ai regardé Margot, ma plus jeune sœur, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 8 mois, dont le loyer était payé par notre père jusqu'à ses 31 ans, qui avait changé de carrière plus de fois que je n'avais changé l'huile de cette Renault Clio. Et elle me traitait de celle qui n'avait rien à montrer. Je m'attendais à ce qu'Émile hoche poliment la tête et change de sujet, comme toute personne censée le ferait en entrant dans un champ de mine familiale. Mais il n'a pas hoché la tête. Il n'a pas changé de sujet. Au lieu de cela,
Il m'a regardé et son expression n'était pas celle d'un détachement poli. C'était quelque chose d'entièrement différent. C'était de la confusion. Le genre de confusion qui surgit quand quelqu'un entend une histoire qui ne correspond pas aux informations qu'il possède déjà. Solange, a-t-il dit, sa voix mesurée et réfléchie. Que faites-vous exactement à Lyon? Avant que je puisse répondre, Colette a sauté sur l'occasion. Elle fait quelque chose avec les ordinateurs, du codage ou des données ou quelque chose comme ça. Honnêtement, nous n'avons jamais vraiment compris. Elle a de nouveau agité la main, cette vague dédaigneuse qui réduisait toute ma carrière à un nuage vague et peu impressionnant. Émile n'a pas regardé Colette. Il a gardé les yeux sur moi. Travaillez-vous pour une entreprise ou en dirigez-vous une, a-t-il demandé. Il y avait une spécificité dans la question qui a fait s'accélérer mon pouls. Il ne demandait pas par hasard. Il demandait parce qu'il soupçonnait déjà la réponse. Je dirige une entreprise, ai-je dit. Je l'ai dit simplement, sans emphase, sans fierté, sans défense, juste un fait. La table n'a pas réagi. Ma famille m'avait déjà entendu mentionner mon entreprise dans les termes les plus vagues possibles, et ils l'avaient toujours ignoré comme on ignore un meuble qu'on ne remarque plus. Mais Émile Beaumont n'a pas balayé la chose. Il s'est penché légèrement en avant, et ses yeux se sont plissés, non pas de suspicion, mais de reconnaissance. Quel est le nom de l'entreprise? La table est devenue silencieuse, non pas parce que quelqu'un comprenait la signification de la question, mais parce qu'il sentait un changement dans l'énergie de la pièce. Quelque chose avait changé. L'air était différent. Lumen Analytics, ai-je dit. Émile a posé sa fourchette. Il l'a posée lentement, délibérément, comme si l'acte de poser un ustensile sur une nappe exigeait toute sa concentration. Son visage a traversé une séquence de micro-expressions que j'ai suivies comme je suis des schémas de données, surprise, confirmation, puis quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'émerveillement. Lumen Analytics, a-t-il répété, non pas comme une question. Comme une affirmation, comme s'il le disait pour s'assurer que c'était réel. Ma mère a regardé entre Émile et moi, confuse. C'est censé signifier quelque chose? Émile s'est tourné vers ma mère, et, lorsqu'il a parlé, sa voix avait une qualité que je ne peux décrire que comme un respect stupéfait. Madame Durand, Lumen Analytics est l'une des entreprises d'intelligence artificielle les plus importantes de France. Elle est estimée à près de 900 millions d'euros lors de son dernier cycle de financement. Elle détient des contrats avec certaines des plus grandes entreprises de vente au détail de la planète. Et sa fondatrice, il m'a regardé, est assise au bout de votre table. Le silence qui a suivi n'était pas le genre confortable. C'était le genre de silence qui tombe sur une pièce lorsque le sol s'effondre et que tout le monde réalise qu'ils étaient sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Ma mère tenait son verre de vin suspendu à mi-chemin entre la table et sa bouche. Colette avait pâli. Margot me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, celle de quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle a commis une erreur de calcul catastrophique. Mon père a posé ses deux mains à plat sur la table et m'a regardé. Solange, c'est vrai? J'ai rencontré son regard. Oui, papa. C'est vrai. Le silence a duré 11 secondes. Je le sais parce que j'ai compté. C'est une habitude que j'ai développée lors des présentations aux investisseurs. Compter les secondes de silence après une grande révélation pour évaluer la pièce. 11 secondes, c'est long quand personne ne parle. C'est assez long pour entendre le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. Assez long pour entendre le vent souffler contre les fenêtres. Assez long pour sentir chaque supposition dans la pièce se réorganiser comme des meubles traînés sur un sol. Ma mère a rompu la première. Elle a posé son verre de vin avec un petit tintement qui semblait assourdissant dans le calme et s'est tournée vers moi avec une expression que je ne peux décrire que comme calculatrice. Je pouvais presque voir les chiffres défiler derrière ses yeux, l'arithmétique mentale de ce qu'une entreprise de près de 900 millions d'euros pourrait signifier pour la femme qui l'a fondée. Solange, pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Sa voix était douce, presque blessée, comme si je lui avais caché un diagnostic terminal plutôt qu'un bilan financier. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit.
C'était la vérité la plus simple que j'ai jamais prononcée. Et elle a atterri dans la pièce comme une grenade. Parce qu'intégré dans ces 3 mots se trouvait un réquisitoire contre 15 ans de conversation où personne n'avait pris la peine de demander. 15 ans de « tu fais toujours ce truc d'ordinateur ?» 15 ans de gestes dédaigneux et de conversations redirigées. Colette s'est ensuite remise. Elle s'est redressée sur sa chaise et a adopté l'expression qu'elle utilisait lorsqu'elle montrait une maison à des acheteurs sceptiques, professionnels, contrôlés, cachant ce qu'elle ressentait derrière un masque de contenance. Attends, un instant. Lumen Analytics. J'ai l'impression d'avoir entendu ce nom. C'est l'entreprise qui était dans Forbes l'année dernière? Celle sur laquelle ils ont fait un reportage? Émile a répondu avant que je ne puisse. Forbes, Les Échos, Madine, Uzbek et Rika, Le Figaro Économie, Lumen Analytics a été largement couvert. L'entreprise a été pionnière dans la modélisation prédictive du comportement des consommateurs grâce à des algorithmes d'IA propriétaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à l'investissement dans l'IA. En fait, je suis le travail de Lumen depuis des années. Il m'a de nouveau regardé, et cette fois, il y avait quelque chose de presque apologétique dans son expression, comme s'il comprenait que ce qu'il révélait faisait exploser ma séparation soigneusement maintenue entre ces 2 mondes. Attends, a dit Margot, levant la main. Sa robe émeraude semblait soudain moins un choix qu'un costume. Attends, Solange, tu dis que tu possèdes cette entreprise? Comme si tu étais la patronne? Je suis la fondatrice et PDG, ai-je dit. Et elle vaut 900 millions d'euros? C'était l'estimation lors du dernier cycle de financement. Le chiffre réel est probablement plus élevé maintenant. La couleur a quitté le visage de Margot. Elle s'est tournée vers Émile comme pour chercher confirmation que c'était une sorte de farce élaborée. Chérie, elle est sérieuse? Émile a hoché la tête. Très sérieuse. Si quoi que ce soit, Solange sous-estime la situation. Les projections de marché que j'ai vues suggèrent que Lumen pourrait dépasser la barre du milliard d'euros au cours des 18 prochains mois, peut-être plus tôt. J'ai observé la prise de conscience traverser ma famille comme une vague. Elle a frappé chacun d'eux différemment. Ma mère avait l'air frappée, non pas de bonheur, mais de quelque chose de plus proche de la honte, bien qu'elle ne l'aurait jamais appelé ainsi. Colette ressemblait à quelqu'un à qui on aurait dit que le meuble sur lequel elle reposait nonchalamment ses pieds était en fait une antiquité inestimable. Margot avait l'air confuse, presque offensée, comme si mon succès était en quelque sorte un affront personnel contre elle. Et mon père, Vincent Durand, l'homme qui m'avait dit de rentrer à la maison et de trouver un vrai travail pas 3 minutes plus tôt, est resté parfaitement immobile, les mains à plat sur la table, et n'a rien dit. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient fixés sur un point quelque part au milieu de la table, et je pouvais dire qu'il faisait quelque chose qu'il faisait rarement, affronter la possibilité qu'il s'était fondamentalement trompé sur quelque chose. David, à son crédit, a été le premier à dire quelque chose qui n'était pas une expression de choc. Ça, c'est génial, a-t-il dit, me regardant avec une véritable stupéfaction. J'ai failli sourire. Dans une table pleine de réactions compliquées, l'homme qui vendait des assurances auto était le seul à avoir une réponse simple, sans complication. Merci, David, ai-je dit. Le dîner s'était arrêté. Le plat principal, un rôti que ma mère avait surveillé tout l'après-midi, refroidissait au milieu de la table. Personne ne mangeait. La belle vaisselle, le cristal et les serviettes en tissu que ma mère avait si soigneusement arrangées semblaient maintenant des accessoires dans une pièce qui avait déraillé. C'est Émile qui a fait avancer la soirée, mais pas dans la direction à laquelle tout le monde s'attendait. Il s'est tourné vers moi avec l'attention ciblée de quelqu'un qui a trouvé la personne la plus intéressante de la pièce et a décidé d'arrêter de prétendre le contraire. Solange, je dois vous poser une question qui me tracasse depuis des années. Le moteur d'empathie prédictive que Lumen a développé, celui qui analyse les micromodèles émotionnels du comportement des consommateurs. Comment en êtes-vous arrivé à ce modèle? Parce que toutes les entreprises d'IA dans ce domaine se concentraient sur l'historique d'achat et les schémas de clics, et vous êtes allé quelque part de complètement différent. J'ai fait une pause. C'était une question profondément technique, le genre de question que seul quelqu'un qui avait réellement étudié mon travail penserait à poser. Et la réponse était personnelle,
plus personnel que ce que je partageais habituellement. Cela vient de mon enfance, ai-je dit. J'ai appris très tôt que les gens ne disent pas toujours ce qu'ils ressentent. Ils signalent par de petits comportements, par des schémas, par ce qu'ils choisissent et ce qu'ils évitent. J'ai réalisé que si je pouvais lire les gens, vraiment lire l'écart entre ce qu'ils expriment et ce qu'ils vivent réellement, je pouvais construire un système qui ferait la même chose à grande échelle. Émile s'est adossé à sa chaise et m'a regardé avec une admiration non dissimulée. D'une manière simplifiée, oui. Il n'y a rien de simplifié là-dedans. Cette perspicacité est la raison pour laquelle vous avez 10 ans d'avance sur tous vos concurrents. J'étais consciente que cet échange se déroulait au milieu d'un dîner de famille et que chaque mot qu'Émile et moi disions était absorbé par 5 personnes qui traitaient des émotions allant du choc à l'envie en passant par la honte. Je pouvais sentir ma famille nous regarder comme les passagers regardent les agents de bord pendant les turbulences, cherchant des indices sur l'ampleur de leur peur. Margot, qui était restée silencieuse, ce qui n'était pas son habitude, depuis la révélation, a maintenant parlé. Sa voix était mince, tendue, comme si elle tirait chaque mot à travers un filtre avant de le laisser sortir. Il y avait une pointe dans sa voix que je reconnaissais. Margot n'était pas contrariée par le fait que la conversation soit technique. Elle était contrariée parce que l'attention de l'homme qu'elle allait épouser s'était entièrement déplacée vers la sœur qu'elle avait ignorée. Dans la hiérarchie de Margot, elle était toujours censée être le centre d'attention. C'était la Benjamine. C'était la future mariée. Elle avait amené Émile ici comme un trophée, et maintenant le trophée l'ignorait pour parler à la pensée après coup de la famille. Émile s'est tourné vers Margot avec un sourire poli. Bien sûr, je m'excuse. Je ne m'attendais juste pas à être assis à table avec la fondatrice de l'Human Analytics. C'est un peu comme découvrir que quelqu'un de votre famille est astronaute. Il le voulait comme un compliment, mais la comparaison est mal passée. Un astronaute impliquait que j'étais extraordinaire. Et si j'étais extraordinaire, alors qu'est-ce que cela faisait des gens qui avaient passé 15 ans à me dire que j'étais ordinaire? Ma mère, qui remuait une marmite de sauce qui n'avait pas besoin d'être remuée, a posé la cuillère et est revenue à table. Elle s'est assise lourdement et m'a regardé de l'autre bout de la table avec une expression compliquée, superposée d'émotions qu'elle n'avait pas le vocabulaire pour nommer. Solange, a-t-elle dit, et sa voix était plus calme maintenant, dépouillée de sa bravade habituelle. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit de tout ça? C'était la 2e fois qu'elle posait cette question. Et cette fois, je lui ai donné une réponse plus complète. Parce que ça ne devrait pas importer, ai-je dit. L'information sur mon entreprise, mon argent, ma propriété, rien de tout cela ne devrait changer la façon dont vous me traitez. Vous ne devriez pas avoir besoin de connaître ma valeur nette pour décider si je mérite une place au centre de cette table au lieu du bout. Vous ne devriez pas avoir besoin d'entendre parler d'une villa à Saint-Barth pour décider que ma carrière mérite qu'on s'y intéresse. Je ne vous ai pas dit parce que je voulais être aimée en tant que Solange, pas en tant que bilan financier. Les mots sont sortis plus régulièrement que je ne l'avais prévu. Je ne les avais pas planifiés. Ils n'étaient pas répétés. Ils sont venus de quelque part de profond et d'ancien. De la fille qui s'était assise à la même table il y a des décennies et s'était demandé pourquoi sa mère ne posait jamais de questions sur ses projets de science. Pourquoi son père ne venait jamais à ses compétitions de maths? Pourquoi ses sœurs n'appelaient jamais? Ma mère a cligné rapidement des yeux. Elle a regardé son assiette. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Et je ne savais pas ce que je ressentirais à ce sujet, si ce serait satisfaisant ou douloureux ou les deux. Mais elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle a fait ce que Léonore Durand faisait toujours quand la température émotionnelle de la pièce devenait trop élevée. Elle a changé de sujet. Eh bien, ce rôti refroidi. Tout le monde, mangez s'il vous plaît. Et juste comme ça, elle a scellé le moment, comme on ferme une porte sur une pièce en feu. Elle a pris sa fourchette et son couteau et a commencé à couper sa viande avec une précision qui suggérait que le rôti était la chose la plus importante au monde. Colette, cependant, n'avait pas fini. Colette ne finissait jamais. Elle faisait des calculs depuis qu'Émile avait prononcé les mots 900 millions d'euros. Et elle était arrivée à une conclusion qu'elle était maintenant prête à partager. Solange, a-t-elle dit,
posant son verre de vin avec le mouvement délibéré de quelqu'un se préparant à négocier. Tu sais, David et moi cherchons à nous développer. Le marché immobilier à Saumur est en plein essor et nous voulons ouvrir un deuxième bureau. Si tu cherches des opportunités d'investissement qui restent dans la famille, nous serions ravis de te parler. L'audace était à couper le souffle. 30 minutes plus tôt, elle se moquait de ma voiture. Maintenant, elle me proposait un plan d'affaires au dîner. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai appris que le silence est un outil, et en affaires, la personne qui parle en premier après une question inconfortable est généralement celle qui perd. Émile a comblé le vide, mais pas de la manière dont Colette l'espérait. Il s'est agité inconfortablement, et je pouvais voir qu'il était embarrassé au nom de la famille, au nom de la femme qu'il avait choisi d'épouser, par la nudité de la transaction tentée. Je pense que ce soir n'est peut-être pas le meilleur moment pour des discussions d'affaires, a-t-il dit diplomatiquement. Colette a rougi. Elle a de nouveau pris son verre de vin et a bu une longue gorgée. David, à côté de moi, fixait son assiette comme si elle contenait le sens de la vie. Margot s'est levée brusquement. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit, et s'est dirigée vers la porte arrière qui menait au patio. La porte vitrée s'est refermée derrière elle avec un bruit qui a ponctué la tension comme un point final. Ma mère a regardé Margot à travers la vitre, puis m'a regardé, et son expression était une expression que je n'avais jamais vue dirigée vers moi auparavant. C'était du blâme. Comme si le bouleversement de cette soirée, le malaise de sa plus jeune fille, l'effondrement de la performance soignée qu'elle avait orchestrée était d'une manière ou d'une autre ma faute pour avoir réussi sans permission. Solange, peut-être devrais-tu aller parler à ta sœur, a-t-elle dit. Ce n'était pas une suggestion. C'était une directive. Et le sous-texte était clair, Margot était contrariée, et c'était mon travail de résoudre le problème. Parce que dans cette famille, les sentiments de Margot étaient toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. J'ai regardé ma mère pendant un long moment. Puis je me suis levée, j'ai posé ma serviette sur la table et je me suis dirigée vers la porte arrière. Non pas parce que ma mère me l'avait dit, mais parce que j'avais quelque chose à dire à Margot qui était attendue depuis longtemps. Le jardin de la maison de mes parents n'avait pas changé depuis que j'étais adolescente. La même clôture grillagée, la même terrasse en béton avec la même fissure traversant en diagonale d'un coin à l'autre. La même lumière à détecteur de mouvement qui s'est allumée quand je suis sortie, inondant le jardin de lumière fluorescente froide et blanche. Novembre en Touraine est humide et gris même après le coucher du soleil, et l'air portait cette fraîcheur particulière qui vous pénètre jusqu'aux os et y reste. Margot se tenait à l'extrémité du patio. Ses bras croisés sur sa robe émeraude, fixant la clôture comme si elle l'avait offensée. Elle ne s'est pas retournée quand je suis sortie. Elle savait que c'était moi. La seule personne que ma mère enverrait pour cette mission particulière était moi. Je me suis tenue à côté d'elle sans parler. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous, comme je le fais dans les réunions lorsque l'autre personne a besoin de parler en premier. Et finalement, Margot l'a fait. Tu aurais pu nous le dire. Sa voix était tendue, contrôlée, comme une corde tirée à 4 épingles. Toutes ces années, Solange, tu es restée là et tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés. Tu nous as laissé te plaindre. Quand vous êtes-vous plainte pour moi, Margot ? Elle s'est alors tournée vers moi, et je pouvais voir que ses yeux étaient brillants, mais pas encore en larmes. Margot avait toujours été douée pour être au bord des larmes, pour la performance de presque s'effondrer. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée dans l'enfance, la compétence de susciter la sympathie sans réellement s'effondrer. Ne retourne pas la situation, a-t-elle dit. Ce n'est pas moi qui ai menti. Je n'ai jamais menti. Pas une seule fois. Je n'ai juste pas volontairement donné d'informations que personne n'a demandées. C'est la même chose. Non, Margot, ce n'est pas la même chose. Mentir, c'est te dire quelque chose d'incorrect. Ce que j'ai fait, c'est rester silencieuse pendant que vous décidiez tous qui j'étais sans prendre la peine de vérifier. Il y a une différence. Elle a sursauté. C'était petit, à peine perceptible, mais je l'ai vu. La vérité avait atteint sa cible. Tu sais à quoi ça ressemble, n'est-ce pas, a-t-elle dit, sa voix baissant à quelque chose de plus proche d'un murmure.
On dirait que tu attendais ça, comme si tu le gardais en réserve pour pouvoir nous humilier. Margot a secoué la tête. C'est tellement typique de Solange de dire ça. Toujours la martyre. Toujours la discrète qui ne riposte jamais mais qui tient les comptes. Je n'ai pas tenu les comptes. Je me souviens juste. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. J'ai pris une inspiration. L'air était froid et propre et cela m'a stabilisé. Margot, je vais te dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes sans te mettre sur la défensive. Peux-tu le faire? Elle m'a regardé un instant. J'ai cru qu'elle allait rentrer à l'intérieur, mais elle est restée. Elle restait toujours quand quelqu'un était sur le point de lui accorder de l'attention, même lorsque cette attention pouvait être inconfortable. Je t'aime depuis le jour de ta naissance, ai-je dit. J'avais 5 ans quand maman t'a ramené de l'hôpital, et je pensais que tu étais la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je me faufilais dans ta chambre la nuit juste pour te regarder respirer. Je me souviens de ça. Je me souviens de tout. Chaque fête d'anniversaire que j'ai organisée pour toi. Chaque pièce de théâtre scolaire où j'étais assise au premier rang. Chaque fois que tu m'as appelé à 2 heures du matin parce qu'un garçon t'avait brisé le cœur et que je t'ai aidé à traverser ça. Je me souviens de tout. Sa mâchoire s'est serrée. Elle écoutait. Mais en cours de route, ai-je continué, la famille a décidé d'une histoire sur chacun de nous. Colette était la star. Tu étais la princesse. Et j'étais l'arrière-plan. Celle qui allait toujours bien. Celle qui n'avait besoin de rien. Celle que l'on pouvait oublier parce que je ne faisais jamais de bruit. Et cette histoire est devenue si confortable pour tout le monde que personne ne l'a jamais remise en question. Même lorsque l'épreuve était juste devant vous. Margot. J'ai un diplôme en informatique de l'École centrale de Lyon. J'ai déménagé dans l'une des villes les plus compétitives du pays à 22 ans sans relation et sans argent de la famille. J'ai bâti une entreprise à partir de rien. J'ai été mentionnée dans des publications nationales. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, chaque fois, la conversation portait sur Colette ou toi ou David ou la retraite de papa ou le cabinet dentaire de maman. Chaque fois. Et les rares fois où quelqu'un m'a posé des questions, ils ont demandé si je faisais toujours ce truc d'ordinateur et sont passés à autre chose avant que je ne puisse répondre. Margot était silencieuse. La lumière à détecteur de mouvement s'est éteinte, nous plongeant dans la lueur plus douce de la lumière de la cuisine filtrant par la porte arrière. Dans la pénombre, je pouvais voir son visage plus clairement, dépouillé de sa performance habituelle, brute et réelle et plus jeune que ses 33 ans. Je ne savais pas, a-t-elle finalement dit. Tu n'as pas essayé de savoir. Il y a une différence entre ne pas savoir et ne pas se soucier suffisamment pour le découvrir. Ce n'est pas juste. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. J'ai observé la prise de conscience se dessiner sur son visage, la lente compréhension que ce qu'elle avait dit n'était pas une blague ou une observation désinvolte. C'était une révélation de la façon dont elle me voyait réellement. Et maintenant, debout dans le froid, sachant ce qu'elle savait. La cruauté de la chose était impossible à nier. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je t'entends, ai-je dit. Et j'apprécie cela. Mais Margot, tu dois comprendre quelque chose. Mon argent, mon entreprise, ma villa à Saint-Barth. Rien de tout cela n'est le point. Si je conduisais toujours cette Renault Clio et gagnais 50 000 € par an, je mériterais toujours plus que ce que cette famille m'a donné. Je mériterais toujours qu'on me demande comment je vais. Je mériterais toujours que ma carrière soit prise au sérieux. Je mériterais toujours une place au centre de la table, non pas à cause de ce que j'ai construit, mais parce que je suis ta sœur. Les larmes sont venues alors, non pas le genre performatif que Margot employait habituellement, mais de vraies larmes, celles qui viennent d'un endroit qu'on ne peut contrôler. Elle a pressé ses mains sur son visage et ses épaules ont tremblé. Et pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, j'ai vu ma plus jeune sœur dépouillée de toute défense. J'ai mis mon bras autour d'elle. Je ne l'ai pas fait parce qu'elle le méritait. Je l'ai fait parce que je suis sa sœur aînée et que certains instincts sont plus profonds que le ressentiment. Nous sommes restés ainsi un moment. 2 femmes sur une terrasse fissurée dans une banlieue de Touraine, l'une en robe émeraude et l'autre en pull en cachemire.
Et la distance entre nous, la distance qui avait été mesurée en supposition et en insouciance pendant des décennies, a commencé très lentement à se réduire. Quand nous sommes rentrés, la table avait changé. Pas physiquement, mais énergétiquement. Ma mère était dans la cuisine, lavant la vaisselle avec une vigueur qui suggérait qu'elle essayait de nettoyer quelque chose qui n'était pas dans les assiettes. Colette était toujours à table, mais l'énergie prédatrice de son pitch d'investissement s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait à des conversations rejouées dans sa mémoire et qu'elle n'aimait pas. David aidait mon père à débarrasser la table et les deux hommes effectuaient le rituel masculin universel de s'occuper pour ne pas avoir à être présent. Émile se tenait près de la cheminée, regardant les photos encadrées sur la cheminée. Il s'est tourné quand nous sommes entrés et a adressé à Margot un regard chaleureux et inquiet. « Ça va ?» lui a-t-il demandé. « Ça ira », a-t-elle dit. Et puis elle a fait quelque chose qui m'a surprise. Elle a pris ma main et l'a serrée brièvement mais fermement avant de se diriger vers Émile et de se blottir contre lui. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un étrange calme tamisé. Le dessert a été servi. Le café a été versé. La conversation a eu lieu, mais elle était hésitante, prudente, comme si tout le monde marchait sur un sol en lequel il n'avait plus confiance. Personne n'a parlé d'argent, de voiture ou d'ordinateur. Ma mère a demandé à Émile quels étaient ses restaurants préférés à Paris. Mon père a parlé de l'Olympique lyonnais. Colette a montré quelque chose à David sur son téléphone. Je me suis assise au bout de la table et j'ai bu mon café en disant très peu de choses. La vérité était sortie, et comme toutes les vérités, elle avait besoin de temps pour être absorbée. On ne peut pas désapprendre une histoire sur quelqu'un en une seule soirée. L'histoire de Solange, l'enfant du milieu. Solange, la pensée après coup. Solange, celle qui n'avait rien à montrer. Cette histoire avait été écrite sur des décennies, et un seul dîner, aussi révolutionnaire soit-il, ne la réécrirait pas du jour au lendemain. Mais quelque chose s'était fissuré. Quelque chose de fondamental avait bougé. Et la question n'était pas de savoir si la famille se reconstruirait. La question était de savoir si elle se reconstruirait avec moi comme membre à part entière ou si elle trouverait simplement de nouvelles façons de gérer le malaise d'avoir eu tort. Je ne connaissais pas encore la réponse, mais je savais que j'avais fini d'attendre tranquillement. J'ai quitté Saint-Cyr-sur-Loire le lendemain matin à 7 heures, avant que quiconque dans la maison ne soit réveillé. J'ai écrit une note et l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine, glissée sous la salière où ma mère la trouverait. Merci pour le dîner. Je vous aime tous. Appelez-moi quand vous serez prêts. J'ai conduit la voiture de location jusqu'à l'aéroport en silence, rendu les clés et embarqué sur un vol commercial de retour à Lyon. À 10 heures du matin, j'étais dans mon cottage à Villefranche-sur-Mer, assise sur la terrasse avec une tasse de thé, regardant le brouillard se lever de la baie. L'air de novembre était vif, mais plus chaud que celui de Touraine, et l'eau avait cette nuance particulière de gris acier qui donne l'impression que le pont du Golden Gate flotte entre les dimensions. Mon téléphone était plein de messages. 4 de ma mère, 3 de Colette, 1 de Margot, 1 d'Émile. Je les ai tous lus mais n'ai pas répondu. Pas encore. J'avais besoin d'espace. Le poids émotionnel de la veille pesait sur ma poitrine comme une pierre. Et je savais, après des années à diriger une entreprise, que les pires décisions sont prises juste après une crise. Il faut de la distance. Des données. Que la poussière retombe avant d'évaluer les dégâts. J'ai appelé Priya Kapoor à la place. Priya était ma meilleure amie, ma première employée chez Lumen Analytics, et la personne qui me connaissait mieux que quiconque sur la planète. Elle était la directrice technique de Lumen et avait été à mes côtés à chaque étape, chaque revers, chaque session de codage à 3 heures du matin et chaque toast au champagne. Elle était aussi la seule personne dans ma vie à connaître l'étendue complète de ma situation familiale, et elle avait des opinions à ce sujet. Raconte-moi tout, a dit Priya quand elle a décroché. Elle était dans son appartement du quartier de la Presqu'île, et je pouvais entendre sa machine à expresso gargouiller en arrière-plan. Je lui ai raconté chaque détail, le plat de soupe, les moqueries, le morceau de pain, les commentaires pauvre Solange, le visage d'Émile changeant quand j'ai prononcé le nom de mon entreprise, le chiffre qui est tombé sur la table comme une bombe, la conversation avec Margot sur le patio.
Tout cela. Priya est restée silencieuse longtemps après que j'ai fini. Puis elle a dit, comment te sens-tu? Je ne sais pas. Si, tu sais. Tu sais toujours. Tu n'aimes juste pas le nommer. Elle avait raison. Je savais. Je me sens soulagée, ai-je dit. Et je me sens en colère. Et je me sens coupable de me sentir en colère. Le soulagement a du sens. Tu portais un secret qui n'en était pas vraiment un. C'était un test et le test est terminé. La colère a du sens parce qu'ils ont échoué spectaculairement, et la culpabilité est inutile, Solange. Car être en colère contre des gens qui vous ont maltraité n'est pas un défaut de caractère. C'est le signe que vous êtes attentive. C'est pourquoi Priya était ma personne. Elle avait une façon d'organiser les émotions comme nous organisons les données, avec clarté, précision et zéro tolérance pour le bruit. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Que veux-tu faire? Je ne veux jamais retourner dans cette maison. Et je veux retourner dans cette maison chaque semaine. Priya a ri doucement. Oui, ça semble juste. Écoute, Solange, tu as passé toute ta vie d'adulte à construire quelque chose d'extraordinaire. Tu l'as fait avec intégrité, avec humilité et sans jamais utiliser ton succès comme une arme. Hier soir, ce n'était pas toi qui l'utilisais comme une arme. Hier soir, Émile a juste tiré le rideau que ta famille avait cloué. La question n'est pas ce que tu as fait de mal parce que tu n'as rien fait de mal. La question est ce que tu veux de maintenant. J'ai réfléchi à cela en sirotant mon thé et en regardant un voilier traverser la baie. Qu'est-ce que je voulais de ma famille? L'argent était sans importance. J'en avais plus que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. La validation était tentante mais vide. L'approbation de personnes qui ne vous approuvent qu'après avoir appris votre valeur nette n'est pas une approbation du tout. C'est une transaction. Ce que je voulais était plus simple et plus difficile que tout cela. Je voulais être vue. Pas l'entreprise, pas l'argent, pas le jet ou la villa ou l'estimation. Moi, Solange, la femme qui s'était appris à coder à 14 ans. La femme qui avait pleuré dans un appartement lyonnais à 23 ans parce qu'elle avait le mal du pays et que personne n'appelait. La femme qui avait bâti un empire à partir de la solitude et de la détermination, et un refus de devenir amère même lorsque l'amertume aurait été justifiée. Je voulais qu'ils la voient, et je n'étais pas sûre qu'ils en soient capables. Au cours des 2 semaines suivantes, les messages ont continué d'arriver. Ma mère appelait tous les 2 jours. Les premiers appels étaient des tentatives maladroites de normalité. J'ai refait cette soupe au potimarron. J'ai pensé à toi. Puis ils sont devenus plus directs. Solange, nous devrions parler de ce qui s'est passé. Puis ils sont devenus anxieux. Solange, s'il te plaît, rappelle-moi. Je suis ta mère. Je l'ai rappelé le 2 décembre. C'était un lundi. J'étais dans mon bureau chez Lumène, un bureau d'angle au 14e étage d'un immeuble du quartier de la Pardieu avec vue sur la tour Montparnasse. J'ai fermé la porte, me suis assise à mon bureau et j'ai composé le numéro. Solange, enfin, a dit ma mère. Le soulagement inondait sa voix. Je me suis inquiétée. Je sais, maman. Je suis désolée pour le silence. J'avais besoin de temps. Je comprends. Une pause. Solange, ton père et moi avons parlé, et nous voulons que tu saches que nous sommes fiers de toi. Nous avons toujours été fiers de toi. J'ai fermé les yeux. Ça y était. La réécriture de l'histoire. Une retcon. Nous avons toujours été fiers de toi. D'une femme qui ne pouvait pas nommer mon entreprise, mon titre de poste ou la ville où j'avais vécu pendant 15 ans sans s'arrêter pour s'en souvenir. Maman, ai-je dit doucement. J'apprécie cela. Mais toi et moi savons toutes les deux que ce n'est pas entièrement vrai. Et je pense que la seule façon d'avancer est d'être honnête à ce sujet. Long silence inconfortable, lourd de sens. Ma mère n'était pas habituée à être confrontée, surtout pas par moi. Colette la confrontait régulièrement surtout, des décorations de Noël aux impôts fonciers. Margot la confrontait par des larmes et des crises de colère, mais Solange ne confrontait jamais. Solange était celle qui absorbait.
Et maintenant Solange ripostait, et ma mère n'avait pas de modèle pour réagir. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, a-t-elle finalement dit. Je veux que tu dises ce qui est vrai. Je veux que tu reconnaisses que pendant la majeure partie de ma vie, tu m'as traité comme une pensée après coup. Je veux que tu reconnaisses que ce n'était pas parce que j'étais indigne de ton attention, mais parce que je ne la réclamais pas comme mes sœurs, et tu as pris mon silence pour une permission de m'ignorer. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Inspirer et expirer. Le son d'une femme qui décidait d'être honnête ou sur la défensive. Tu as toujours été si autonome, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Même enfant, tu n'as jamais eu besoin de moi. Colette avait besoin de moi. Margot avait besoin de moi. Mais toi, Solange, tu gérais tout toute seule. Et je pense qu'avec le temps, j'ai arrêté de vérifier parce que je supposais que tu allais bien. Je n'allais pas toujours bien, maman. Je le sais maintenant. J'avais besoin de toi. Je ne savais juste pas comment demander. Elle pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre. Les pleurs étouffés, retenus d'une femme d'une génération qui considère l'émotion visible comme une forme de faiblesse. Et malgré tout, malgré les années passées à être ignorée et sous-estimée, mon cœur saignait pour elle. Non pas parce qu'elle méritait ma compassion à ce moment-là, mais parce qu'elle était ma mère. Et le lien entre une mère et une fille est fait de matériaux qui ne se brisent pas net. Ils se plient, se tendent et parfois se fissurent, mais ne se rompent pas. Je suis désolée, Solange, a-t-elle dit. Je suis vraiment désolée. Merci, maman. Ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Nous avons parlé pendant 45 minutes ce jour-là. Ce fut la plus longue conversation que j'ai jamais eue avec ma mère en tant qu'adulte. Nous n'avons pas tout résolu. Nous n'avons pas reconstruit la relation en un seul appel téléphonique. Mais nous avons posé une fondation, une petite fondation fragile et imparfaite. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que ma mère essayait sincèrement de me voir. Colette était une autre histoire. Elle m'a appelé le 5 décembre et la conversation a duré exactement 12 minutes parce que je l'ai interrompue. Solange, j'ai une proposition, a-t-elle commencé. David et moi cherchons des propriétés d'investissement à Annecy et nous pensons qu'avec tes ressources financières, nous pourrions créer un portefeuille immobilier familial qui profiterait à tout le monde. Colette, je ne vais pas financer un portefeuille immobilier pour toi et David. Je ne te demande pas de le financer. Je te demande d'y investir. Il y a une différence. La différence est sémantique. La réponse est non. Solange, c'est une chance de réunir la famille. Colette, réunir la famille ne commence pas par une transaction financière. Cela commence par une conversation sur la raison pour laquelle tu as passé 15 ans à te moquer de moi à table. Quand tu seras prête à avoir cette conversation, appelle-moi. D'ici là, s'il te plaît, ne me propose rien. J'ai raccroché. C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez de Colette, et mes mains tremblaient ensuite, non pas de peur, mais avec la sensation inhabituelle de maintenir une limite que je n'avais jamais maintenue auparavant. C'était étrange. C'était juste. Décembre s'est écoulé avec le genre de transformation silencieuse qui ne s'annonce pas, mais change tout en dessous. Je suis allée à Saint-Barth pour les fêtes. Le premier Noël que j'ai jamais passé loin de ma famille. Priya est venue avec moi et nous avons passé 10 jours dans la villa à cuisiner des fruits de mer, à lire des romans sur la terrasse et à nager dans l'eau turquoise qui entourait l'île comme un joyau. Le matin de Noël, je me suis assise sur le balcon de ma chambre et j'ai regardé le lever du soleil sur les Caraïbes. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je me suis sentie entière. J'ai appelé mes parents en visioconférence le jour de Noël. Ma mère portait le tablier rouge qu'elle mettait toujours quand elle cuisinait le jambon de Noël. Mon père était dans son fauteuil inclinable. Le sapin était monté. Tout semblait identique à chaque autre Noël dans cette maison, sauf que cette fois, quand ma mère m'a vue sur l'écran. Elle a fait une pause et a dit, « Solange, tu es magnifique. Où es-tu » Elle a hoché la tête lentement. Je pouvais la voir traiter mon image, bronzée et détendue, encadrée de palmiers et d'océans, assise dans une villa qui valait probablement plus que toutes les maisons de sa rue réunies.
Et au lieu de l'envie ou du ressentiment auquel je m'attendais, son expression était quelque chose de plus doux. Quelque chose comme de l'émerveillement. Ça l'est. Peut-être que toi et papa pourraient venir un jour. L'offre nous a surprises toutes les deux. Je n'avais pas prévu de la faire, mais elle est venue naturellement. Et une fois qu'elle était dans l'air, je ne l'ai pas retirée. Parce que la vérité était que, malgré tout, je voulais mes parents dans ma vie. Non pas comme des critiques ou des sceptiques ou des gardiens d'approbation, mais comme ma famille compliquée, imparfaite, frustrante. Nous aimerions ça, a dit ma mère. Et mon père, de son fauteuil inclinable, a regardé la caméra et m'a fait un hochement de tête qui était différent de ses hochements de tête habituels. C'était un hochement de tête de reconnaissance, d'acceptation, le genre de hochement de tête qui dit « Je te vois maintenant ». Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Janvier 2025 a apporté un développement que je n'avais pas anticipé. Émile Beaumont m'a appelé directement, non pas par l'intermédiaire de Margot, non pas par l'intermédiaire de la famille. Il a appelé le numéro de mon bureau, ce qui signifiait qu'il l'avait recherché indépendamment. « Solange, je m'excuse pour cet appel à froid », a-t-il dit. Sa voix était professionnelle, chaleureuse, avec la précision prudente d'un homme qui comprenait la valeur de la franchise. « J'espère que je ne vais pas trop loin. »« Ça va, Émile. Que puis-je faire pour vous ? Je veux être transparent sur quelque chose. Depuis le dîner de novembre, j'ai beaucoup réfléchi à deux choses. L'une est ma relation avec votre famille et l'autre est mon intérêt professionnel pour l'Human Analytics. Je veux aborder les deux, mais je veux aborder le personnel en premier. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai écouté. J'aime Margot, a-t-il dit. Elle est chaleureuse et pleine de vie et elle me fait rire. Mais je la vois aussi clairement, et je vois votre famille clairement. Ce qui s'est passé à ce dîner n'était pas un événement unique. C'était un schéma. Et je veux que vous sachiez que depuis cette soirée, j'ai eu plusieurs conversations avec Margot sur la façon dont vous avez été traitée et elle est à l'écoute. Elle n'en est pas encore là où elle devrait être, mais elle écoute. Je suis restée silencieuse un instant. L'idée qu'Émile Beaumont, un homme que je connaissais depuis environ 4 heures d'interaction en temps réel, me défendait au sein de ma propre famille était à la fois touchante et absurde. J'apprécie cela, Émile. Vraiment. La deuxième chose, a-t-il poursuivi, est que je voudrais explorer un partenariat entre Beaumont Capital et l'Human Analytics. Pas une acquisition complète, pas un mouvement hostile, mais un investissement stratégique qui donnerait à l'Human accès à nos réseaux de vente au détail européens tout en donnant à Beaumont une participation dans ce que je crois sincèrement être l'avenir de l'intelligence consommateur. Mais je veux être clair. C'est un intérêt professionnel, pas une faveur familiale. Je poursuivrais cela même si je n'avais jamais rencontré votre sœur. J'ai failli rire. L'ironie était extraordinaire. Ma famille avait passé des années à me considérer comme le membre le moins performant du foyer. Et maintenant, la personne la plus puissante que n'importe lequel d'entre eux avait jamais amené à table m'appelait. Pas eux. Parce que j'étais la personne qui pouvait faire avancer ses ambitions professionnelles. Envoyez-moi une proposition, ai-je dit. Je la soumettrai à mon conseil d'administration. C'est tout ce que je demande. La proposition est arrivée 2 jours plus tard. Elle était complète, intelligente et démontrait une profonde compréhension du travail de l'Human Analytics. Émile ne jouait pas. Il voyait sincèrement la valeur de ce que j'avais construit. Et son offre était structurée de manière à bénéficier aux 2 entreprises. Je l'ai présentée à mon conseil d'administration, qui se composait de Priya, de 2 directeurs externes et d'un investisseur vétéran de la French Tech nommé Gérard Dubois qui me conseillait depuis l'époque de DataBridge. Gérard a examiné la proposition et m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. C'est une offre solide. Beaumont Capital a d'excellentes connexions européennes. La question est de savoir si vous pouvez séparer les affaires de la famille. J'ai séparé les affaires de la famille toute ma carrière, Gérard. Ce ne serait pas différent. Il a souri. Juste. Nous n'avons pas accepté la proposition immédiatement. Nous avons négocié. Nous avons modifié les conditions.
Nous avons passé 3 mois à discuter avec l'équipe d'Émile dans un processus entièrement professionnel et séparé de toute dynamique familiale. Pendant ces 3 mois, je n'ai parlé à Émile que par l'intermédiaire d'avocats, de mails et de conférences téléphoniques. Nous n'avons pas discuté de Margot, de mes parents ou de Colette. Nous avons discuté des marges, des parts de marché et des obligations contractuelles. L'accord a été finalisé en avril 2025. Beaumont Capital Partenaires a investi 75 millions d'euros dans l'Human Analytics en échange d'une participation de 12% et d'un accès à son réseau de distribution européen. C'était, à tous égards, l'une des meilleures affaires que j'ai jamais faites. Et cela s'est produit parce qu'un homme est entré dans un dîner de famille à Saint-Cyr-sur-Loire, en Touraine, et a reconnu un nom que la famille elle-même n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Mais l'accord commercial était secondaire par rapport à un changement parallèle au sein de ma famille. Le changement a été lent, douloureux et imparfait, mais indéniable. Margot et moi avons commencé des appels téléphoniques réguliers. Nos premières conversations ressemblaient à des négociations prudentes. Elle posait des questions sur mon travail, non pas simplement pour être impressionnée par les revenus, mais pour me comprendre à travers ma carrière. Un soir, elle a discuté de ses plans de mariage élaborés en Provence. Puis elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur principale. J'ai cessé de marcher le long du front de mer alors que le coucher de soleil peignait le ciel. Quand j'ai exprimé mon hésitation à l'idée que Colette ait un rôle moindre, Margot a insisté, reconnaissant que j'avais toujours été présente, même lorsque j'étais ignorée. J'ai accepté l'honneur. Cet appel n'a pas réparé notre passé, mais il représentait un choix délibéré de ma plus jeune sœur de m'élever au sein de notre structure familiale. Ce choix signifiait plus pour moi que tout succès financier. Colette a eu besoin de plus de temps. Elle m'a appelé fin janvier. Calme mais non repentante. Elle a admis que sa demande de financement était inappropriée. J'ai accepté et lui ai expliqué à quel point sa moquerie de ma vie, suivie d'une demande d'argent, semblait profondément irrespectueuse. Après un lourd silence, elle a reconnu mon point de vue. Elle a promis de me traiter comme une sœur plutôt que comme une opportunité. Ce ne fut pas une percée émotionnelle, mais pour Colette, abandonner une approche transactionnelle envers la famille était un progrès significatif. Le mariage de Margot et Émile a eu lieu le 20 septembre 2025 au domaine de Valois. Le domaine viticole présentait des collines dorées, une pergola fleurie et une tente de réception lumineuse. 200 invités ont assisté, mélangeant des banquiers d'investissement et des artisans locaux. Je suis arrivée avec Priya dans ma berline électrique. Me tenir à côté de Margot était profondément personnel et étonnamment angoissant. Dans la suite nuptiale, Margot semblait vraiment radieuse avant d'enfiler une robe sur mesure complexe. Colette est arrivée dans sa robe de demoiselle d'honneur couleur sauge et a offert un rare compliment sincère. Ma mère est arrivée en dernier, présentant un collier de perles de notre grand-mère Clara. Alors qu'elle l'attachait autour du cou de Margot, ma mère a croisé mon regard. Son expression montrait une femme démantelant activement de vieilles habitudes et se reconstruisant. Elle m'a tiré dans le couloir et a avoué qu'elle suivait une thérapie depuis janvier. Une thérapeute nommée Dr Pauline Dubois lui avait demandé de lister les souvenirs de chaque fille. Ma liste était la plus courte, non pas parce que j'avais moins accompli, mais parce que ma mère avait été inattentive. Elle a réalisé qu'elle avait ignoré ma vie parce que je semblais forte, supposant que je n'avais pas besoin d'amour. Elle a exprimé une véritable honte pour des années de négligence. J'ai senti une tension vieille de plusieurs décennies commencer à s'apaiser. Je l'ai remerciée de faire ce travail. Elle m'a serré la main fermement et a déclaré qu'elle m'aimait pour être sa fille, non pas pour ma richesse ou mes réalisations. Elle a juré de passer le reste de ses années à rattraper le temps perdu. Dans ce couloir, sentant le bois et les fleurs, je me suis enfin sentie vraiment vue après de nombreuses années. Pendant la cérémonie, je me suis tenue à côté de Margot tandis qu'Émile s'approchait. Leurs vœux étaient personnels et chaleureux, suscitant autant de rires que de larmes de la part de la foule. À la réception, Émile a prononcé un discours humble. Il a remercié la famille Durand et m'a mise en avant, notant que la personne la plus discrète dans une pièce est souvent la plus extraordinaire. J'ai levé mon verre sans me dérober à l'attention. Plus tard, mon père s'est approché de moi près du bar. Il a admis qu'il me devait de profondes excuses.
Il regrettait de m'avoir dit de trouver un emploi conventionnel alors que mon entreprise valait déjà près d'1 milliard d'euros. Il a expliqué que sa génération valorisait la stabilité et que mon cheminement non conventionnel l'avait dérouté. Il avait écarté ma vie au lieu de l'explorer. Il m'a dit qu'il était fier de mon caractère, me qualifiant de membre le plus fort de notre foyer. J'ai embrassé sa joue, réalisant que son affection avait toujours existé, simplement mal dirigée par l'inattention. 5 mois plus tard, en avril 2026, je suis assise dans ma villa, écrivant ce récit. Le soleil du matin se reflète sur l'océan. Priya prépare du café en bas. Mon téléphone affiche des messages de ma mère, Margot et Colette. Ils véhiculent tous la même vérité. Nous te voyons. Ma mère continue sa thérapie avec mon père. Ils assistent à des séances ensemble pour démêler des décennies de schémas. Elle m'appelle fréquemment, posant de vraies questions sur mon travail, Priya et mon jardin en difficulté. Mon père a pris sa retraite du conseil et travaille maintenant dans son garage. Il a construit une étagère et l'a expédiée chez moi. Chaque jointure représente une excuse qu'il a du mal à exprimer verbalement. Colette reste franche, mais elle a cessé de me solliciter ou de se moquer de ma voiture. Nous dînons chaque mois à Tours, discutant de ses enfants, de David et des complexités de la sororité. Elle essaie, ce qui compte. David a été promu directeur régional. Margot et Émile prospèrent à Neuilly-sur-Seine. Margot lance une entreprise de design d'intérieur, construisant enfin quelque chose d'indépendant. Elle m'appelle parfois pour des conseils sur le démarrage d'une entreprise, et je lui rappelle que la voix intérieure du doutement. Lumen Analytics a dépassé une estimation de 1,2 milliard d'euros. Cette étape n'a été guère célébrée avant que j'appelle ma mère. Nous avons pleuré et ri ensemble dans un moment de pure connexion. Priya écrit un livre sur nos débuts. J'ai 37 ans, fondatrice de Lumen Analytics et propriétaire de plusieurs biens immobiliers en plus d'une vieille voiture. Je suis sincèrement contente. J'ai appris que votre valeur ne dépend pas de qui la remarque. Vous pouvez être extraordinaire tout en restant invisible aux yeux des autres. Le silence que j'ai enduré pendant de nombreuses années n'était pas une blessure. C'était un atelier où j'ai construit ma résilience, mon entreprise et mon identité. Le bruit n'est arrivé qu'après que j'ai cessé de le désirer. Si votre famille vous ignore, cela ne signifie pas que vous manquez de valeur. Cela signifie qu'ils ne regardent pas. Vous pouvez exiger leur attention ou vous pouvez continuer à grandir jusqu'à ce que les bonnes personnes vous reconnaissent. Quelqu'un finira par vous voir. Quand ils le feront, ceux qui l'ont manqué devront faire face à leur propre aveuglement. Votre responsabilité est simplement de continuer à construire et de rester authentique. Je me souviens souvent du dîner de novembre 2024. Je me souviens des insultes murmurées, des dynamiques de pouvoir changeantes, des larmes sur le patio et de la confession de ma mère dans le couloir. Ces moments n'étaient pas une vengeance. C'étaient des règlements de compte honnêtes qui ont remplacé un faux récit familial par un plus vrai. Je ne sais pas si ma famille maintiendra cette croissance. Je ne sais pas si mon père trouvera de meilleurs mots ou si Margot naviguera dans les défis commerciaux sans trébucher, mais la dynamique a définitivement changé. La fille au bout de la table n'est plus une pensée après coup. Elle se tient exactement là où elle doit être, visible, valorisée et enfin en paix. Je m'appelle Solange Durand. J'ai 37 ans. J'ai bâti une entreprise valant 1 milliard d'euros à partir d'un angle mort. Et la plus grande réussite de ma vie n'est pas l'argent ou l'entreprise ou la villa ou le jet. La plus grande réussite de ma vie est que je n'ai jamais laissé les gens qui ne pouvaient pas me voir me faire douter de ce que je voyais en moi. Et cela, je pense, est quelque chose sur quoi bâtir une vie.